Bienvenue à Beautiful People, le podcast qui se penche sur les phénomènes psychologiques et sociaux. Cette semaine, mon invité Jean Gagnon, qui est un psychologue clinicien, un neuropsychologue, un professeur, un auteur, un chercheur. C'est vraiment quelqu'un de super intéressant. Il s'intéresse beaucoup aux TCG, qui sont les troubles de comportement graves. Il a travaillé en réadaptation beaucoup. Bref, on en parle assez dans le début du podcast, vous allez tout comprendre ça. On a également parlé, en fait, de TPL, le trouble de personnalité limite, qui est une pathologie assez mal comprise, je crois. Donc, on a essayé un petit peu de démystifier ça, mais on s'est beaucoup penché aussi sur l'impulsivité, l'agressivité, parce que Jean s'intéresse beaucoup à ça dans ses recherches. Puis il nous en parle sur le podcast. Donc, j'espère sincèrement que vous allez aimer ce qui va suivre puis que vous allez nous donner vos commentaires. Fait que bon podcast! Jean Gagnon, merci d'être avec moi cet après-midi. Je voulais commencer peut-être par vous introduire pour ceux qui ne vous connaissent pas, là, qui connaissent en fait à peu près rien du domaine de la psycho. Oui. C'est quoi à peu près votre parcours, là? Moi, j'ai commencé comme clinicien, donc j'ai fait une carrière comme clinicien. J'étais neuropsychologue à l'Institut de réadaptation de Montréal. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Aujourd'hui, c'est l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal. Qui reçoivent toutes sortes de clientèle. Puis je travaillais avec la clientèle qui avait un traumatisme crânio-cérébral. Donc, j'ai fait ça avec passion, parce que j'ai toujours trouvé le domaine de la réadaptation passionnant. C'est un travail d'équipe où tous les gens de l'équipe tentent de remettre sur pied la personne, puis de la remettre un peu dans sa vie. Puis quand on parle de réadaptation, tu sais, vous avez mentionné les traumatismes crânio-cérébrales. Ouais, j'ai tout le temps peur de dire le mot. Mais est-ce qu'il y en avait d'autres ou c'était vraiment... Il y avait ce qu'on appelle les accidents cérébrovasculaires aussi. Ça, J'ai travaillé avec cette clientèle-là au début, mais j'ai rapidement changé là, pour... je pense que j'ai fait pas mal toutes mes 15 années avec les gens qui avaient un traumatisme crânio-cérébral. Et puis, donc c'est ça, j'ai beaucoup eu de satisfaction dans mon travail. Et puis, je faisais à la fois de la neuropsychologie, mais aussi de la psychologie clinique. Parce que j'ai comme donc, double formation. Oui, j'ai une double formation, comme clinicien psychologue, puis comme clinicien neuropsychologue. Puis à l'époque, c'était possible parce qu'il n'y avait pas nécessairement des programmes qui étaient très spécialisés. Donc, j'ai pu faire les deux, me former dans les deux. Okay. Et puis, j'avais effectivement beaucoup de satisfaction à faire de la psychothérapie avec les gens qui avaient un traumatisme crânio-cérébral. Parce que pourquoi exactement? Hein? Bien, parce que les gens qui vivent ce type de problématique-là, ils ont toutes sortes de pertes. Naturellement, pour penser aux pertes physiques. Hémiplégie ou problèmes visuels, problèmes cognitifs. Puis ils s'en rendent compte, tu sais. Ils s'en rendent compte des fois, puis des fois non. Ouais, ça dépend s'ils sont du site de la lésion cérébrale. Il y a des lésions qui vont affecter un peu la conscience de soi. Donc, il y a des gens qui sont prêts à retourner conduire une voiture alors qu'ils ont beaucoup de difficultés à s'orienter, même pour trouver le bureau du thérapeute. Par orgueil, genre? Non, parce qu'ils n'ont pas cette espèce de fonction d'auto-observation. OK. Donc, il y a des fonctions au cerveau qui permettent de porter un regard sur soi. Et puis, quand tu n'as pas ces fonctions-là, ben, tu te crois vraiment comme top shape là, pour reprendre ta vie. Donc, c'est ça, il y a des gens qui vivent ce type de perte-là cognitive, mais il y a aussi beaucoup de pertes affectives, donc perte naturellement d'identité. Tu ne te reconnais plus. Des gens qui ont une certaine labilité affective, par exemple, ça veut dire qu'avant, ils n'avaient pas de difficulté à retenir leurs émotions, puis après la lésion, ben, ils ont beaucoup de difficulté à retenir leurs larmes. Donc, ils vivent tout spontanément. Tout spontanément, mais c'est aussi un choc pour la personne de se définir autrement. Donc, on parle de deuil beaucoup. Ouais. Et puis, donc, de changements qui demandent beaucoup d'adaptation.
Et non seulement ça, mais aussi ce qui m'intéressait comme psychologue, c'est que les gens se retrouvent avec un peu les mêmes conflits, parce que quand on a une personnalité, on a des zones un peu conflictuelles en nous. Donc, on arrive à gérer avec les années. On a une façon de s'adapter à ce qui nous fait peur ou... Par ce qui est paradoxal dans une personnalité, est-ce que vous avez des exemples peut-être à donner? Oui, bien quelqu'un... Parce que c'est tout le monde là, qui a ce genre de... Oui, quelqu'un, par exemple, qui aurait un manque de confiance pourrait surcompenser dans son travail. Mais là, une fois qu'il a un travail, mais il ne pense plus à son conflit. Okay. Mais une fois que tu as eu une perte cognitive, par exemple, tu ne peux plus reprendre les mêmes activités. Donc, le conflit que tu avais réussi à résoudre, il remonte à la surface. Okay. Donc, ça, j'ai toujours été très impressionné de voir que le traumatisme crânien, à la fois changeait beaucoup les personnes, mais à la fois aussi, il laissait les choses, certaines choses fondamentales qui ne changeaient pas tant que ça chez la personne. Donc, faire de la psychothérapie avec eux, ça avait beaucoup de sens, de leur permettre de peut-être prendre conscience pour la première fois de qu'est-ce qui est problématique chez eux, même avant le traumatisme crânien. Puis ensuite, avec le traumatisme crânien, trouver une façon de trouver un équilibre, finalement. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu beaucoup de plaisir avec la réadaptation. Puis, en 2000... En fait, j'avais abandonné mon doctorat. J'avais commencé mon doctorat avant de faire... Pour quelle raison? Pour le fun? Ben, besoin d'argent. Donc, c'est ça. J'ai commencé ma formation au doctorat en neuropsy. Et puis, en 92... les bourses que j'avais venaient de s'arrêter. J'ai commencé à regarder un emploi. J'ai trouvé un emploi comme neuropsychologue. Puis là, j'ai fait une carrière comme neuropsychologue. Je n'ai pas regretté du tout. Mais à un moment donné, j'ai dit, il faudrait que je finisse mon doc, finalement. Pourquoi? Et juste pour la satisfaction, je pense. Puis aussi, je suis quelqu'un de... Je suis pas quelqu'un qui... une énorme confiance en soi, mais j'ai beaucoup d'ambition. Donc, pour moi, ça avait du sens que d'aller terminer ce doctorat-là. Puis, à partir du doc, une fois qu'il était terminé, bien là, je me suis dit, OK, je vais aller faire une carrière comme professeur. Donc, encore une fois, c'est probablement l'ambition de vouloir faire mieux. Peut-être une façon aussi de prouver que je suis capable, etc. Donc, j'ai toujours fonctionné un peu comme ça. Puis même en réadaptation, quand j'étais neuropsychologue, je m'intéressais beaucoup à la clientèle difficile. Ça ne disait pas la clientèle la plus facile, c'est qu'il y avait des troubles de comportement. Okay. Ouais, les troubles graves. Les troubles graves du comportement. Ouais. Donc, les gens qui ont des atteintes justement au niveau du lobe frontal vont développer des séquelles comportementales. Et donc, ils vont avoir de l'agressivité, de l'impulsivité, de la désinhibition. Et puis, ça va causer vraiment des gros problèmes d'intégration sociale. Okay. Et donc, je me suis intéressé à cette clientèle-là, puis j'ai développé une certaine expertise pour aider les équipes qui avaient des clients avec des troubles de comportement. Donc, j'ai fait un peu de consultation là-dessus. Tout ça pour dire que c'est ça. Finalement, j'ai fait le switch, le saut avec une carrière académique à partir de 2006. Ouais. OK. Fait que là, vous êtes enseignant à l'Université de Montréal. Je suis enseignant à l'Université de Montréal, là, depuis 2008, parce qu'en 2006, j'étais à l'Université de Sherbrooke. Donc, j'ai fait 2 ans là-bas. Excellent. Ouais. Puis, j'ai comme une question qui m'a bobé en vous écoutant parler. Est-ce que, tu sais, vous parlez, il y a beaucoup de satisfaction à aider ce genre de gens-là. Puis, j'imagine que c'était assez... ça a eu un peu l'effet de miroir, là. Tu sais, quand vous... Tu sais, ces gens-là, vu qu'ils n'ont pas d'initiation, justement, à montrer leurs émotions, puis à se montrer vulnérables, là, à quelque part, j'imagine que toi, ça t'a fait un peu... T'as fait ce travail-là parallèlement par rapport à toi. Tu t'es dit, j'ai-tu ce genre de... Je me trompe-tu? J'imagine, je me dis, peut-être. Est-ce que tu t'es dit, est-ce que j'ai des conflits intérieurs... Quand on aide les gens, on n'a pas le choix de se questionner de temps en temps. Pour être un bon thérapeute, je pense qu'il faut être capable de se connaître un peu. Okay. Mais à savoir si c'est quelque chose qu'on met en jeu tout le temps, non. Je pense que je dirais que les motivations du clinicien psychologue ou n'importe quel autre clinicien, que ce soit un travailleur social ou
tous les gens qui travaillent d'un point de vue clinique, orthophonistes, physiothérapeutes, etc. Je dirais qu'il y a des motivations conscientes, mais il y a aussi probablement des motivations inconscientes. Pourquoi on s'intéresse à ce travail-là? À la psychologie. Donc, souvent, c'est une question qui peut rester sans réponse. On n'est pas obligé de se la poser. Mais si, par exemple, on va en thérapie, c'est le genre de questions qu'on pourrait se demander pour essayer d'explorer un peu. Mais ça a moins été ton cas, dans le fond. Non, c'est ça. En fait, c'est plus de façon consciente. J'ai toujours été très touché par la souffrance des gens. Et en réadaptation, c'est des gens, en fait, c'est très touchant parce que ce sont des gens qui subitement deviennent très souffrants. C'est souvent des gens qui sont très, qui réussissent très bien dans la vie. Je me souviens c'est ça, c'est qu'ils ont une bad luck. À un moment donné, un accident de voiture ou de moto, où ils se font renverser par une voiture alors qu'ils étaient en vélo ou un accident de travail. Et soudainement, leur vie bascule. Là. Donc, c'est des gens qui souffrent beaucoup, mais qui, en même temps, sont passionnants, sont intéressants. Je me souviendrai toujours un client qui m'a marqué énormément, qui était un avocat qui avait énormément de succès, un avocat criminaliste, brillant, même avec son TCC, son traumatisme crânio-cérébral. Ouais. Il était encore brillant, mais il n'y avait aucun contrôle sur ses émotions. Donc, c'est à la fois impressionnant, mais aussi triste de voir qu'une personne comme ça, soudainement, ne peut plus fonctionner normalement. Et de là, souvent, ce sont des gens qui vont perdre, non pas juste les fonctions et tout ça dont on parlait tantôt, mais aussi leur réseau social, leur conjoint, leur travail, naturellement. Donc, ils ont beaucoup de choses qui les font souffrir. Puis moi, j'ai toujours été très touché et très motivé à vouloir les aider du mieux que je pouvais. De quelle façon tu les aides, ces gens-là? Je sais que tu adoptes une approche psychodynamique, je pense, pour les traiter. Est-ce que tu pourrais nous dire, c'est quoi ce type d'approche-là? L'approche psychodynamique, je l'utilisais un peu en adaptation, mais pas de façon excessive, si je peux dire, parce que il y a des gens, dans le fond, qui doivent comprendre un peu qu'est-ce qui leur arrive. Donc, l'approche psychodynamique a toujours été intéressante pour, par exemple, comprendre les conflits dont on parlait tantôt. Mais quand on parle de troubles de comportement, on va pas loin avec l'approche psychodynamique. On a besoin. Mais c'est quoi l'approche psychodynamique? Juste pour pas perdre les gens, je sais que... C'est vrai. L'approche psychodynamique, c'est une approche qui va être basée beaucoup sur une compréhension des aspects non conscients de la personne. Donc, ces aspects-là font partie de ce qui, à la fois, nous fait peur, nous motive, nous définit, etc. Mais ils sont sous-jacents. Puis la seule façon d'y accéder, ça prend une approche ou une méthode un peu particulière où le thérapeute n'influence pas trop la direction de l'entrevue. C'est plus la personne qui va organiser elle-même l'entrevue. Et puis, un peu comme quand on rencontre un thérapeute tout court, Oui. J'imagine, tu rentres dans le bureau personnellement, ça m'est même pas arrivé, là, je devrais, là, mais je pense que tout le monde devrait, mais j'imagine que c'est ça qui se passe, là, c'est que tu arrives, puis tu défiles, puis voilà. Mais des thérapeutes, pardon, il y a des thérapeutes où, par exemple, l'approche cognitive, comportementale, c'est une approche qui habituellement est plus structurée. Oui. Parce que ça fait du sens pour eux autres d'organiser la rencontre puis de faire en sorte qu'on travaille les bonnes choses, c'est-à-dire ce que l'on a identifié comme étant soit des facteurs qui maintiennent des pensées dysfonctionnelles ou soit des facteurs qui provoquent des comportements inadaptés, etc. Donc, il y a comme toute une méthode de travail qui permet d'isoler ou de mettre en évidence des facteurs qui sont causals ou qui maintiennent des affaires. Et là, ça fait du sens de dire, OK, on va travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On a un plan.
Puis on se donne tant de semaines pour atteindre tel objectif. Puis on va vouloir, par exemple, modifier les comportements, modifier les cognitions. Les sentiments aussi. Les sentiments aussi. Les émotions. Cultiver des émotions plus positives. Exactement. Ce genre de choses. Exactement. Mais l'approche psychodynamique... L'approche psychodynamique, c'est une approche qui va prendre plus de temps, normalement. Quoique des thérapies brèves, mais de façon générale, l'approche psychodynamique, c'est quelque chose qui va permettre à la personne de tranquillement s'ouvrir à elle-même avec l'aide du thérapeute. Donc, c'est pas quelque chose que la personne fait tout seul, mais avec... S'ouvrir à elle-même, dans quel sens? Dans le sens de découvrir un peu à chaque rencontre un bout de ce qu'elle avait en elle, mais qu'elle gardait inconscient. C'est ça. Donc, c'est avec l'aide du thérapeute de découvrir que quand la personne parle de quelque chose, puis en fait, la méthode psychodynamique, c'est vraiment une méthode qui est basée sur la libre association, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment un objectif. En fait, c'est plutôt le contraire. Il faut laisser la pensée rationnelle de côté et puis d'être le plus spontané possible. Un peu comme l'écriture, je ne sais pas comment on appelle ça. Nick pourrait nous le dire, mais il n'est pas là. L'écriture automatique. Oui, c'est ça, je cherchais, merci. C'est un peu dans ce sens-là, mais à l'oral. Exactement. Dans le fond, si on voulait faire une comparaison. Oui, puis avec l'aide du thérapeute, mais là, on fait des liens. Elle fait des liens, puis elle apprend à découvrir ce qu'elle est en train de dire sans savoir qu'elle est en train de le dire. OK. Ouais. Fait que c'est assez intéressant, là. Donc, c'est ça. Cette approche-là est intéressante pour, naturellement, des gens qui ont des problématiques de santé mentale ou même des gens qui voudraient juste se connaître mieux. Mais quand il s'agit de la réadaptation, bien là, ça prend un peu plus. Puis la dernière approche qu'on a besoin en réadaptation, c'est vraiment une approche plus... bien, quand on est neuropsychologue, on a besoin de faire une évaluation neuropsychologique. Ouais. De voir effectivement c'est quoi les fonctions cognitives qui sont atteintes. Puis à ce moment-là, tu utilises d'autres instruments. Là, oui, c'est ça. Je sais pas si tu pourrais en parler. Là. Moi, c'est vraiment pas mon... Je m'y connais très peu, là. Clairement, vous seriez mieux. Donc, on a besoin de mettre la personne en situation. Donc, c'est sûr qu'on peut, juste en conversation, découvrir que la personne peut avoir de la difficulté à suivre la conversation, par exemple. Donc, avoir des difficultés d'attention soutenue ou elle va avoir un discours divergent, tangentiel. Donc, tout ça, c'est des signes qu'il y a des séquelles cognitives. Mais en même temps, c'est un peu vague. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui cause quoi. Donc, on a besoin de mettre la personne avec des tests. Et dans chacun des tests, l'idée, c'est de regarder si on est capable d'isoler un problème spécifique. C'est ça. Une zone du cerveau. Mais, au début, la neuropsychologie était vraiment orientée sur la localisation de la lésion parce que les techniques d'imagerie, tout ça, c'était moins bien développé. Mais aujourd'hui, le neuropsychologue s'en fait pas trop avec en fait, quand que le patient arrive en réadaptation, on a déjà le CT scan pour savoir exactement c'est où la lésion. Ça nous donne des hypothèses. Qu'est-ce qu'on va naturellement avoir plus de chances d'observer comme séquelles. Mais en même temps, tout est surprenant aussi. 2 patients qui ont la même lésion cérébrale pourraient avoir 2 présentations relativement différentes. Donc, les tests, c'est vraiment pour aller voir qu'est-ce qui fonctionne bien, donc les forces, puis aussi qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, ça peut être un trouble de mémoire, mais quel trouble de mémoire, puis à quelle étape de la mémoire? Mémoire de travail, mémoire à long terme. Mémoire à long terme, puis dans la mémoire à long terme, est-ce que c'est l'encodage qui ne fonctionne pas bien? Est-ce que c'est le rappel? Qu'est-ce qui peut aider la personne à se souvenir? Donc, l'évaluation, finalement, va nous permettre... Il ne faudrait pas que l'évaluation soit une fin en soi, normalement. Il faudrait que ça nous amène à des stratégies d'intervention, soit des stratégies de récupération, mais en même temps, il faut avoir des attentes un peu réalistes. Le cerveau ne se régénère pas. C'était ma prochaine question. Ouais. Ben, est-ce qu'il y en a des parties du cerveau? Est-ce que tu as été témoin toi-même de des gens qui ont vraiment fait des progrès? Ils font tous des progrès spontanés au départ. Ah ouais? Parce que le cerveau se guérit jusqu'à un certain point. Il y a de l'œdème cérébral qui va, c'est-à-dire l'espèce d'inflation, inflammation du tissu cérébral. Et puis ça se résorbe à un moment donné. Donc, les fonctions vont récupérer jusqu'à un certain point dans les premiers mois.
Mais il y a un moment donné, il y a quelque chose de chronique qui va s'installer. Donc, ça va se stabiliser. Ça va se stabiliser assez vite. Donc, rapidement, l'équipe de réadaptation va devoir travailler sur des moyens compensatoires. C'est-à-dire qu'avant, on était capable de se rendre de la maison au marché d'alimentation assez facilement, spontanément. Maintenant, on est complètement désorienté. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a besoin de moyens compensatoires. Donc, on développe, selon les capacités résiduelles, ce qui reste comme capacité ou des forces, on va tabler là-dessus pour savoir comment la personne va pouvoir utiliser ça pour arriver aux mêmes fins, finalement. OK. Ouais. Fait qu'on, dans le fond, c'est la recherche d'autres moyens avec ce qui Exactement. comme c'est assez impressionnant. T'as-tu une personne en tête, mettons un client que tu as déjà eu, puis là, si tu es à l'aise d'en parler, qui t'a particulièrement marqué, que tu as eu? Ils m'ont tous marqué pour toutes des raisons différentes. Mais il y a effectivement des clients qui viennent nous chercher un peu plus. Pour une raison, des fois, qui nous échappe. Là. OK. C'est pas nécessairement des clients qui ont fait des progrès remarquables, mais que... leur sensibilité, peut-être, leur manière de vivre leur émotion et tout. Oui, tout à fait. Il y a comme le drame humain, finalement, qu'ils vivent. Il est tel qu'à un moment donné, c'est ça nous marque finalement. Ouais, puis on se dit, mon Dieu, ils sont quand même impressionnants de passer au travers tout ça. Il y a une résilience, là, j'imagine aussi, qui se forme dans ces gens-là, qui doit être assez... tu sais, je veux dire, moi, je t'écoute en parler, puis je suis comme, mon Dieu, ça m'arriverait, puis... je sais vraiment pas ma manière de réagir, là, Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont plus résilients sont comme, ça va pas à l'avance. Puis, que ça aurait été ça ou que ça aurait été autre chose. Ils ont ça en eux et ça les aide à passer au travers. Mais c'est pas tout le monde, malheureusement. Puis il y a des gens qui vont avoir besoin d'un peu plus de support à long terme, d'autres qui vont récupérer très rapidement. D'autres qui n'écouteront pas du tout l'équipe de réadaptation, mais qui finalement, c'est eux qui avaient raison. Là. Ah ouais, OK. L'équipe de réadaptation, des fois, va être portée à vouloir se centrer sur ce qui ne va pas pour permettre à la personne de s'adapter de façon graduelle, puis ne pas être confrontée à des échecs. Mais des fois, les patients ont une perception différente d'eux-mêmes et ils se disent « OK, moi, je suis quand même capable. » Faut que je passe puis je passe par là, puis j'écoute pas l'équipe de réadaptation. Donc, des fois, on se dit, mais là, le patient, il s'aide pas, c'est dangereux, il est à risque et tout. Pas tout le monde, naturellement, mais certains exemples que j'ai en tête où c'était eux autres qui avaient raison. Ah oui, tout à fait. Fait qu'il y a une question de se connaître nous-mêmes aussi là-dedans. Oui, puis une question aussi de personnalité. Je pense qu'il y a des gens qui sont fonceurs, qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, qui est fondamentale, je pense, pour affronter des épreuves comme ça. Ben c'est drôle que tu en parles parce que, tu sais, je suis encore au bac, fait que, je suis pas à la maîtrise de mon doctorat, mais j'ai comme l'impression, plus j'étudie la psychologie, plus j'ai l'impression que l'estime de soi, en fait, le manque d'estime de soi, c'est à la base de beaucoup de pathologies. Ouais. Je sais pas si j'ai raison en disant ça, mais on dirait que c'est comme juste un lien que j'ai fait dans ma tête. Est-ce que j'ai raison de dire ça? Ou... je pense que pour bien fonctionner dans la vie, ça prend une estime de soi qui est saine. On parle d'un narcissisme sain, c'est-à-dire une capacité de se voir de façon positive. Parce que de là découle toute l'énergie qu'on va mettre à construire notre vie, dans le fond. Donc, c'est sûr que si on n'a pas ça, on est plus à risque de souffrir de toutes sortes de pas réussir, de manquer de confiance et tout ça, mais aussi de souffrir d'un trouble de santé mentale. Ouais. Ce qui est intéressant, puis je sais que c'est un sujet qu'on voulait y aller, fait que qu'on voulait, discuter. Oui. Troubles de personnalité limite. Oui. Parce que je sais que tu travailles beaucoup dans les troubles de comportement graves. Je sais que le TPL, comme je te disais en ronde, en fait, je sais que c'est une pathologie qui était très peu comprise parce qu'il est très, très complexe. Je ne sais pas si on pourrait
démystifier ça ensemble. Parce que c'est ça. Moi, de ce que je comprends, parce que j'ai des proches qui sont comme ça, tu sais, c'est de l'impulsivité, c'est de l'émotivité, c'est peut-être un manque de confiance en soi encore là. J'ai l'impression que c'est des gens qui idéalisent beaucoup leur entourage, qui fait que peut-être que c'est relié justement à un manque d'estime aussi. Est-ce que j'ai raison de dire ça? C'est quoi tout ça est vrai. Tout ça est vrai. C'est-à-dire que le trouble de la personnalité limite, c'est un des troubles de la personnalité selon le diagnostic statistique manuel, donc le DSM. Mais il y en a d'autres. Puis celui-là, il attire beaucoup l'attention parce qu'il est un peu plus flamboyant. Donc, tu donnais des exemples tantôt, l'impulsivité, puis l'émotionnalité. C'est effectivement des gens qui peuvent péter une coche de même. Là. Oui, c'est ça, qui sont très sensibles, on dit qu'ils sont hyper réactifs, c'est-à-dire qu'ils sont... À fleur de peau. Oui, ils ont un seuil de réaction plus bas, donc ils réagissent rapidement. Puis quand ils réagissent, c'est plus fort, puis plus longtemps. Donc, il y a ça, mais il y a aussi toute la question de l'identité aussi. C'est des gens qui se démènent beaucoup avec qui ils sont, finalement. C'est difficile pour eux d'avoir un sentiment profond de qui ils sont. C'est très variable, soit selon les personnes avec qui ils sont ou soit selon leur humeur. Ils peuvent se sentir tout à fait parfaits, puis l'instant d'après, tout à fait médiocre. Donc, ça varie beaucoup. Puis la perception qu'ils ont des gens aussi peut varier. Donc, si on a des fluctuations comme ça, puis des oscillations assez rapides entre les perceptions qu'on a de soi puis de l'autre, mais ça affecte énormément notre humeur, notre comportement, notre façon d'interagir aussi, puis les émotions. Puis comment on réagit à ça, c'est assez... Puis qu'est-ce qui joue un rôle, mettons, dans le développement d'un trouble de... Je sais que on n'a pas une réponse... malheureusement, c'est rare en psycho qu'on ait une réponse très claire de tout ça, mais je ne sais pas si on a des pistes... Dans tous les troubles psychologiques, on n'a pas d'idée. C'est ça. Donc, ça règle la question, mais on a des modèles. Donc, on n'a pas nécessairement la possibilité de dire c'est ça la cause. Puis même que si on disait c'est ça la cause, il faudrait probablement être assez modeste puis se dire ben ça peut être d'autres choses pour le patient. C'est toujours multifactoriel. C'est toujours multifactoriel. Puis les gens qui présentent un même syndrome, c'est-à-dire une même collection de symptômes, ben c'est très différent d'une personne à l'autre parce que dans cette constellation de symptômes-là, il y a des gens qui vont avoir plus tel symptôme, puis d'autres personnes, ça va être plus tel autre symptôme. Ce qui va faire que ça va être une autre pathologie, puis... Ben, ça peut être même dans le même trouble de personnalité, il peut y avoir 150 façons de se présenter avec le trouble de personnalité limite parce que la combinaison des différents symptômes peut être variable. Mais au bout du compte, si tu as, mettons, 5 symptômes sur 9, tu vas avoir le diagnostic malgré tout. Mais la façon dont tu es arrivé pour ce diagnostic-là, ben, c'est 5 parmi une multitude de combinaisons. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui permet de traiter ces gens-là? Mais c'est quand on a une compréhension de c'est quoi le problème. De où ça vient? De où ça vient. Donc, il y a des modèles explicatifs. Puis là, il y en a de différents types. Allons-y. Ben c'est ça, il y a des modèles, les modèles psychodynamiques dont on parlait tantôt, c'est des modèles qui vont plus regarder comment la personne s'est développée, puis quel type d'interaction elle a eu avec les personnes. Son entourage, sa famille. Puis, fait que c'est vraiment dans le processus de socialisation. Exactement, oui. Fait que c'est pas mal ton hypothèse principale. Non, dans le sens où ça en est une. Mais donner un exemple, donc Masterson, qui est un auteur très connu, qui a travaillé beaucoup, qui a même une approche aussi très intéressante sur le traitement des troubles de la personnalité limite. Mais son modèle va plus regarder qu'est-ce qui se passe durant le développement de l'identité, puis comment les proches ou les parents, la mère, comment ils vont être capables ou pas de dealer avec ce développement-là, parce que
quand on parle, mettons, du processus de séparation, individuation, ben c'est que l'enfant, il doit découvrir qu'il n'est pas, dans la théorie, qu'il ne fait pas une unité avec sa mère, qu'il doit découvrir qu'il est un individu séparé de l'autre. Et ça, c'est pas facile pour certaines personnes d'accepter d'être séparé de l'autre. Donc, c'est un processus qui est anxiogène. L'enfant va faire des allers-retours entre explorer un peu plus son univers, sentir compétent, puis même être excité, d'être indépendant, mais en même temps, il y a des moments où il a besoin de se recharger avec le fait de se coller à sa mère et tout. Donc ça, c'est un processus qui est difficile, fragile. Puis là, on parle de mère, mais est-ce que, tu sais, je veux dire, pour ceux qui n'ont pas été en contact nécessairement avec la mère, est-ce que sont... Bien, toute personne significative. Toute personne significative dans l'entourage. Absolument, oui. Quelqu'un qui va apporter un lien d'attachement. Oui, OK. Donc, le premier, là. Le premier, exactement. Le plus fort. Oui. OK. Est-ce qu'il y a des faux pas en tant que parent, mettons, pour... Toujours si on reprend ce modèle-là, il y a des parents qui ont eux-mêmes, d'après le modèle Masterson, qui ont eux-mêmes une problématique au niveau de la séparation, individuation. Donc, que ça ne sera pas facile pour eux de voir l'enfant s'éloigner. Donc, ils peuvent avoir, de façon un peu automatique, sans que ce soit nécessairement voulu, une espèce de réponse de rejet ou de faire sentir l'enfant comme un mauvais garçon, une mauvaise fille lorsqu'il se sépare d'elle ou de lui. Fait que c'est des gens qui ont tendance à fusionner beaucoup avec les gens qui sont proches. Absolument. Okay. Et puis, si l'enfant se développe avec un parent comme ça, mais il va développer en lui l'idée qu'il est une mauvaise personne lorsqu'il est indépendant et autonome. Okay. Donc, l'autonomie va être complètement problématique chez eux. Puis, ils vont faire des allers-retours entre des mouvements d'autonomie, mais qui vont être sabotés pour retourner dans une position de dépendance. Donc, ça explique beaucoup les fluctuations dans l'identité, par exemple. Mais il y a des modèles, qu'on pourrait dire, cognitif comportemental. Beck, par exemple. Beck, la fameuse théorie de Beck sur la dépression, la triade négative. Beck a fait aussi beaucoup de modèles explicatifs de plein d'autres troubles de santé mentale, donc troubles anxieux et troubles de personnalité. Allons-y donc, la triade, parce que j'aimerais ça... Mon Dieu, pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle. Oui, c'est ça. Faut dire d'abord que la théorie cognitive comportementale explique que nos émotions viennent principalement de la manière dont on pense. Donc, quand on parle de pensée positive, en tout cas, je sais pas pour les autres, mais moi, c'est tellement quelque chose que mon père, par exemple, me disait tout le temps, tu sais, pense positif tout le temps, même quand c'est... Puis, tu sais, moi, ça me frustrait, mettons, plus à l'adolescence, là, comme de me faire dire ça, parce que j'étais comme, non, là, c'est une situation négative. Puis, tu sais, j'ai cru comprendre avec le temps, mettons, que de ce qu'il voulait dire par là, c'est pas nécessairement de faire, non, tout va bien, même si je suis dans une phase plus creuse, admettons, de ma vie, pas de me cacher les yeux puis de me dire tout va bien, mais c'est plus de voir toujours le bon côté des choses, là, en fait. Il avait raison dans un sens, c'est que la pensée va, en quelque sorte, influencer la façon dont on se sent. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la méditation, là. Moi, je vois ça revenir beaucoup. Moi-même, j'ai commencé à faire ça, puis je vois, mettons, vraiment concrètement ce que ça fait à mon état mental, en fait, plus à mes émotions, à ma résilience quand il y a des choses qui se passent. Je sais pas comment tu vois ça. La méditation, je connais moins, mais je suis certain que si on peut faire des parallèles avec le fait... des pensées positives, là, en fait. Oui, tout à fait. Ou la pleine conscience. Donc, être capable de... être bien ancré dans le moment présent, puis de se détacher un peu des pensées qui peuvent être anxiogènes pour dire que finalement, c'est juste des pensées, puis ils vont partir. Donc, tout ça, c'est un peu des exemples pour dire que la pensée a vraiment une très, très forte influence sur comment on... Pas juste comment on se sent, mais comment on agit aussi avec les autres. Donc,
Fait qu'est-ce qu'on part de là? On part de la pensée si, admettons... Mais la théorie va dire que oui. OK. La théorie de Beck va dire que oui, on devrait changer les pensées parce que chez les personnes qui ont une dépression, un trouble anxieux ou un trouble de la personnalité, on peut retrouver des pensées qui n'aident pas la personne, des pensées qu'on appelle dysfonctionnelles ou des fausses croyances. Donc, des croyances qui sont un peu absolues, c'est-à-dire je ne réussirai jamais dans la vie. Ou, très fataliste. Fataliste, exactement. Et qui ont été acquises durant le développement, mais que finalement, elles sont encore omniprésentes chez l'adulte et puis qui vont déterminer aussi toutes sortes de pensées automatiques. C'est-à-dire que si on a un schéma, on appelle ça un schéma dysfonctionnel ou une croyance fondamentale, comme par exemple, il n'y a personne qui m'aime, où je vais toujours échouer dans ce que j'entreprends. Donc, cette pensée-là, un peu qui est fondamentale, fataliste un peu, comme tu dis, ça va nourrir le type de pensée qui nous vient spontanément en tête. Donc, quand on arrive dans une situation... on va avoir des pensées comme « Oh, c'est difficile. Oh my God, j'y arriverai pas » et tout ça. Donc, des pensées... Ou des pensées, mettons, est-ce que ça marche aussi dans notre... Tu disais tantôt que ça joue un rôle dans notre comportement avec les autres. Est-ce qu'on peut être plus sur la défensive à cause de ce genre de pensée-là? On peut être effectivement plus sur la défensive si on avait un schéma qui disait, par exemple, les gens sont dangereux puis ils vont m'abandonner. Oui, un peu comme dans le TPL, là, je pense. Un peu comme dans le TPL, effectivement. Les gens sont malveillants, les gens sont cruels. Donc, on va avoir 2 ou 3 modes de façon de s'adapter à ce type de pensée-là. On peut... parce que là, dans le modèle cognitif... il y a Beck, mais il y en a bien d'autres aussi. Oui. Donc, d'autres auteurs vont dire que les gens vont soit vouloir adopter un comportement qui confirme les schémas, comme par exemple toujours se mettre dans des situations où finalement on prend le conjoint qui est le plus apte à nous abandonner. Ouais, donc là, on confirme notre schéma. Okay. Où il y a des gens, comme tu dis, qui vont vouloir être dans une position où ils vont se protéger du schéma en étant celui qui abandonne, par exemple. Oui, ça, c'est de l'auto-sabotage, mais oui, c'est comme une adaptation un peu à l'opposé de ce qui nous fait peur. Puis on va essayer d'aller mettre en place une façon de se protéger. Mais c'est dysfonctionnel au final, mais comme... Oui, c'est dysfonctionnel parce que dans le fond, mais comme on dit, c'est probablement des pensées qui sont plus ou moins réalistes, que la réalité est ni un ni l'autre. Plus nuancée que ça. Plus nuancée que ça, oui, c'est ça. OK. Mais c'est intéressant, c'est le fun, premièrement, de vous entendre parler de ça, mais je sais aussi que vous vous intéressez beaucoup dans vos recherches, dans vos multiples recherches. Je sais que vous êtes en train de refaire plusieurs simultanément. Est-ce que vous voulez sauter là-dedans un peu? Je sais que vous êtes beaucoup dans l'impulsivité, l'agressivité. Là. On fait un pont un peu là-dessus. Bien, le lien que je vois, parce que quand on commence comme professeur, bien, il faut proposer un programme de recherche. Parce que ça fait partie de nos responsabilités. On enseigne, mais il faut faire de la recherche aussi. Donc, moi, de façon naturelle, ce qui m'a toujours intéressé en réadaptation, ça a été les troubles de comportement. On voit de l'agressivité, de l'impulsivité. Donc, j'ai commencé un programme de recherche qui s'intéresse à ces 2 problématiques-là. Quelle conclusion, mettons? Oh mon Dieu, quelle conclusion! Oui, quelle conclusion vous en avez tiré jusqu'à présent, mettons? Que c'est, mon Dieu, que c'est infiniment complexe. Et puis que ce que j'étudie, dans le fond, c'est une toute petite partie de... Mettons qu'on prendrait l'agressivité. Ce que j'étudie, moi, c'est plus les cognitions automatiques non conscientes, qui sont à la base soit de nos émotions hostiles ou soit associées à une personnalité qui a plus tendance à réagir de manière agressive. Donc, mais ça, c'est tout inné, c'est acquis,
On se questionnait avant. Est-ce que c'est acquis ou inné? C'est sûr que quand on parle d'agressivité, on est obligé de mettre tout ça dans notre bocal d'explication, c'est-à-dire que il y a des parties qui sont innées, mais il n'y a pas un gène. En fait, tous les traits de personnalité ne peuvent pas être expliqués par un gène, Non, naturellement. C'est une multitude de Mm. gènes qui vont contribuer d'une certaine façon à différentes fonctions cérébrales qui vont toucher plus ou moins le trait de personnalité en question. OK. Comme par exemple l'agressivité. Il peut y avoir des gènes, effectivement, qui touchent à un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. OK. Ce neurotransmetteur-là, normalement, il est un bon modulateur de nos réactions émotionnelles. Et donc, ça veut dire que si on produit moins ce neurotransmetteur-là, on peut avoir plus de réactions agressives. Mais c'est comme une explication qui est un peu indirecte. On pourrait pas mettre ça tout là-dessus. Là. Non, c'est que ça. Il reste un libre arbitre, là, tu sais. Ah, mon Dieu, oui. il reste... Parce que j'ai l'impression que des fois, dans le discours, c'est ça. Là, ben là, tu sais, c'est pas ma faute, j'ai tel... Ah non. Tu sais, on va excuser les gens pour oui. toutes sortes de choses. Justement, ben là, c'est pas de sa faute parce que, bon, lui... Mais même si on allait de façon génétique, il y a des troubles génétiques au niveau des chromosomes sexuels. Comme par exemple, il y a un trouble qu'on appelle le syndrome du super-homme, c'est-à-dire que sur le chromosome où on devrait retrouver qui fait la différenciation entre la fille et l'homme, là, donc biologiquement parlant. Sur la paire de chromosomes, au lieu d'avoir, par exemple, 2 X ou un X et un Y, il peut avoir un X et 2 Y. Donc, il y a comme un chromosome additionnel qui, normalement, détermine le sexe mâle. Donc, est-ce que ça va expliquer que la personne pourrait se comporter de manière agressive puis l'excuser? Je pense pas. Non, mais ça veut dire qu'il y a un taux plus élevé de testostérone? Ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement plus de comportements agressifs, mais pas juste de ça aussi. Ça va être des personnes qui vont être plus grandes, par exemple, ou qui vont avoir d'autres caractéristiques. Mais tout ça pour dire que malgré tout ça, on arrive avec un bagage génétique ou avec un bagage neurobiologique, mais il ne fonctionne jamais tout seul. Il fonctionne toujours avec ce qu'on a acquis dans l'environnement comme manière de concevoir les comportements sociaux. Donc, comment on devrait agir dans une interaction sociale. Ces apprentissages-là sont fondamentaux. Et puis, les personnes qui ont plus une problématique au niveau de l'agressivité peuvent beaucoup aussi souffrir d'avoir grandi dans un environnement où ils ont eu comme modèle des parents qui étaient plutôt portés à exprimer leur agressivité de façon non contrôlée. Donc, ils apprennent comme par modèle, si on veut, à résoudre leurs problèmes avec des réponses. Mais est-ce que c'est tous les gens agressifs qui apprennent? Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont plus enclins, là, puis là, interrompez-moi si je me trompe, mais c'est l'impression que j'ai parce que souvent, c'est le discours populaire, dans le fond, que clairement, un enfant qui est agressif a clairement appris ça de quelque part. Oui. Puis c'est souvent le cas, je veux dire, parce qu'on apprend par modélisation, mais est-ce qu'il y a des gens qui, sans nécessairement avoir grandi dans un environnement qui était justement agressif ou quoi que ce soit, qui quand même développent ça? Ouais. Absolument. C'est sûr que les chances sont plus grandes. Et puis... on peut retrouver tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans une famille qui a une famille, mettons, qu'on dirait dysfonctionnelle. Il peut y avoir des enfants qui ne développent pas du tout l'agressivité, puis vice-versa, comme tu le dis, une famille très fonctionnelle où l'enfant peut avoir des problématiques. Puis là, à ce moment-là, c'est un peu plus la génétique. En fait, c'est jamais. C'est jamais juste. C'est ça, non, c'est ça. En fait, le trait de personnalité va être déterminé
de manière génétique, mais la manière dont il va s'exprimer, ça va dépendre beaucoup de l'environnement, c'est ça. OK. Donc, c'est jamais un ou l'autre. Mais puis, il y a aussi des facteurs. Puis, quand on parle d'agressivité, il faut vraiment être modeste parce que il y a plein de facteurs qui sont au-delà de la psychologie. C'est-à-dire que moi, je parle de la cognition, les pensées automatiques non conscientes et tout, mais il y a des facteurs sociaux aussi qui contribuent. Par exemple? Mais la pauvreté, les injustices sociales. Comme les micro-agressions que tu peux vivre à chaque jour, mettons. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont infortunés puis qui grandissent dans un environnement qui défavorisé. Qui rend propice à créer un sentiment de frustration qui peut se transformer en agressivité. Exactement. Okay. En tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent aggraver la situation et enlever des opportunités aussi à quelqu'un qui doit se développer puis se construire une manière d'interagir avec les autres dans un environnement comme celui-là. Puis comment que toi, en tant que professionnel, t'interviens là-dedans? C'est quoi ta première étape? Ben, tes étapes à suivre pour aider ces gens-là? Parce que, je veux dire, j'imagine que tu peux les aider dans une certaine mesure, mais je veux dire, tu peux pas... Moi, la façon dont je les aide, malheureusement, c'est un peu à long terme, c'est-à-dire que c'est pas dans l'immédiat. Okay. Mes recherches, puis quand je dis mes recherches, j'ai un laboratoire avec des étudiants dont j'ai beaucoup d'admiration parce qu'ils sont talentueux et tout, puis contribuent beaucoup, dans le fond, à tous nos travaux. Mais donc, c'est ça, c'est à long terme parce que mes recherches portent sur c'est quoi les cognitions qui contribuent, dans le fond, au fait qu'on se sent, par exemple, en colère, rancunier, ou qu'on peut avoir du dégoût, de l'hostilité, ou qu'on peut attribuer des intentions hostiles aux autres alors que c'est pas toujours évident. Donc, les cognitions sont pas toujours faciles à mesurer, puis parce que ça se mesure. Parce que ça se mesure, ben c'est ça. C'est quelque chose qui arrive tellement spontanément. Quand on est dans une interaction, puis que quelqu'un renverse un café sur nous, il y a des gens qui spontanément vont penser que c'est un accident, puis d'autres vont spontanément penser qu'il y avait de la malveillance un peu. Puis toi, tu peux voir ça le problème avec la recherche, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle le biais d'attribution à l'intention hostile. Et le problème avec la recherche dans ce domaine-là que j'ai pu constater, c'est que les méthodes qu'on utilise pour mesurer ça arrivent à des résultats un peu surprenants. Comme par exemple, les personnes qui n'ont pas une tendance envers l'agressivité, ils vont, quand on leur demande de lire une situation sociale, où quelqu'un provoque quelqu'un, mais que c'est pas clair c'était quoi l'intention, ils vont porter attention surtout aux indices non hostiles. Donc, c'est pas surprenant, ils sont pas hostiles. OK. Puis, ils vont ignorer les indices hostiles. Donc, la conclusion qu'on a, c'est de dire que les personnes non agressives sont incapables d'attribuer des intentions hostiles aux autres. Alors parce qu'eux le feraient pas. Eux le feraient pas, mais si on y pense logiquement, même quand on n'est pas agressif, on a besoin de cette fonction-là parce que si on n'est pas capable de voir parfois dans des situations où il y a des indices très clairs d'hostilité, si on n'est pas capable de les voir, on se met en situation de danger. Hein? On n'est pas capable de se protéger. Ouais, donc, on n'aura pas le mécanisme de défense qui devrait... on n'aura pas les... C'est ça, les... devrait embarquer. Fait que c'est autant un problème, dans le fond. Là. Mais la personne non agressive a besoin de ça. Puis, quand on arrive pour mesurer cette fonction-là, on dit, elle n'a pas d'attribution d'intention hostile, alors que, de façon logique, on peut se demander, mais normalement, si une personne est capable de s'adapter à des situations où il y en a de la malveillance, c'est parce qu'elle est capable d'attribuer, mettons, dans une rencontre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a des intentions malveillantes, il faut être capable de les voir si on veut soit s'éloigner ou soit se protéger, se défendre.
Puis à l'inverse, si on voit de la malveillance tout partout alors qu'il n'y en a pas, bien, on est agressif pour rien. Donc, c'est une fonction qui est... C'est un spectre, en fait, là. Oui, c'est ça. Il faudrait être dans le juste milieu pour être quelqu'un de sain puis qui vit bien en société, mais autant quelqu'un de super agressif pour très peu ou pas grand-chose, qui est très, très sa défensive, c'est problématique, mais quelqu'un... C'est problématique, c'est ça. D'un autre côté... qui n'a pas ça, c'est problématique aussi pour sa sécurité. Okay. Mais la recherche, c'est toujours de démontrer. Ouais. Donc, même si on dit, il n'y a pas grand monde qui vont dire, OK, je te donne l'argent, tiens, pour pouvoir traiter quelqu'un, parce que c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le démontrer. Donc, le défi, je pense, c'était de montrer que la personne non agressive, donc quand on lui fait passer des questionnaires, n'a pas d'agressivité qui ressort de façon très claire, comment on est capable de démontrer qu'elle a malgré tout la capacité de voir des attributions et intentions hostiles chez les autres lorsque les indices sont suffisants. Puis, on a développé une méthode pour justement mesurer le processus d'attribution d'intention hostile en temps réel, c'est-à-dire pendant que ça se passe dans la tête de la personne. C'est quoi cette méthode-là? Et non pas juste avec un questionnaire. C'est ça. Donc, cette méthode-là fait appel à ce qu'on appelle le potentiel relié aux événements. Donc, c'est passionnant. Donc, c'est une méthode ou c'est... Tu sais, parce qu'on parlait de mesurer tantôt, là, fait que est-ce que c'est une machine? Non, en fait, c'est une technique d'enregistrement qui fait en sorte que on est capable de voir comment le cerveau réagit lorsqu'on demande à la personne de faire telle tâche, par exemple. Donc, quelle partie du cerveau? Non, pas tant que ça. Plus, en fait, le potentiel relié aux événements, c'est une technique qui va donner une grande précision en termes de temporalité. C'est-à-dire, là, on parle de quelques centaines de millisecondes dans la tête de la personne après qu'on lui ait présenté une information. Alors que les techniques d'imagerie cérébrale, celles qui nous permettent de voir c'est où dans le cerveau, ça, c'est en termes de secondes. Donc, c'est vraiment beaucoup plus long. C'est encore plus précis, là, ce que vous C'est faites. plus précis au niveau du temps. C'est pas précis au niveau de la localisation. Mais ce qui nous intéresse quand on veut expliquer les processus cognitifs et non pas juste voir son où, la technique des potentiels reliés aux événements est vraiment supérieure. Donc, ce qu'on fait, c'est que on part avec le principe que notre cerveau est tout le temps en train de traiter de l'information, puis la manière dont ça se produit, c'est en termes de neurotransmission, naturellement, et les cellules qui communiquent ensemble et tout. Cette neurotransmission-là, il y a des informations chimiques, mais des informations aussi électriques. Donc, on s'intéresse à l'activité électrique naturelle du cerveau lorsqu'il est dans une situation. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que quand on met, mettons qu'on voudrait décrire la technique, quand on met des électrodes à la surface du cuir chevelu, on est capable de capter l'électricité ou le voltage sous-jacent, en dessous de la boîte crânienne. Et cette activité-là, on va être capable de voir, elle se produit où? À la surface du crâne ou du cuir chevelu. Mais surtout à quel... Surtout à quel moment aussi, puis quelle forme elle va avoir aussi, puis dans quel contexte elle va apparaître. Donc, c'est un peu compliqué, mais avec un exemple, ça va être plus facile. Donc, ce qui va être, avec les années, la littérature sur la technique du potentiel évoqué nous apprend que on est capable de reconnaître des composantes, c'est-à-dire des signatures dans l'onde cérébrale. Mettons qu'on imaginerait un graphique avec une onde cérébrale qui monte et qui descend. Et donc, l'onde cérébrale va apparaître dans, mettons, une polarité négative autour de 400 millisecondes. On va l'appeler la composante N400. OK, oui, Négative 400. J'ai lu un peu, vous avez fait une étude qui est assez... voyons, pas actuelle, mais qui est assez récente. Pardon, oui, qui est assez récente, tout à fait. Donc, cette composante-là, mais il y en a bien d'autres,
c'est une composante que on sait, pas juste ma recherche à moi, mais de façon générale, lorsqu'on l'obtient, c'est parce qu'on a fait quelque chose. On a demandé à la personne, ou on a mis la personne dans une situation où elle attend une information, puis on lui donne une information qu'elle n'attend pas. Okay. Donc, comme par exemple, si on lui dit, on lui dit, par exemple, fais simplement lire des phrases. Puis on lui dit, donc, je me lève pour déjeuner et je mets du beurre sur... Puis là, tout le monde, dans notre tête, spontanément, va penser sur mes toasts ou n'importe quoi. Et si on lui dit, par exemple, pantalon, on a violé ses attentes, puis c'est là qu'on obtient la N400. Donc, ça veut dire qu'on est certain que la personne ne s'attendait pas à pantalon. Parce que la signature de la réponse, c'est ça, nous dit que la personne a vraiment été surprise et que c'est ça. Fait que N400, ça serait quand il y a une violation de nos attentes. Exactement. Fait que là, on a eu l'idée, à partir de cette composante-là, parce que la recherche, c'est toujours de prendre l'idée de quelqu'un puis l'appliquer ou de la développer. Donc, on a eu l'idée de l'appliquer justement pour étudier les attributions d'intention hostile. Donc, on s'est dit, bien, si les personnes non agressives sont effectivement capables de développer des attributions d'intention hostile lorsque c'est nécessaire, on devrait être capable de le retrouver avec le potentiel relié aux événements. Donc, on leur a présenté une phrase où il y avait un contexte hostile. Donc, normalement, une personne devrait être capable de se dire « Oh, ça devrait être... » Mais je le file pas, là. C'est ça, exactement. Donc, par exemple, mon patron est quelqu'un qui a tendance à exploiter ses employés. OK. Et là, on leur présente un contexte comme ça. Ensuite, on leur présente une phrase qui parle d'un comportement ambigu où c'est juste le comportement, c'est pas possible de savoir c'est quoi l'intention parce que c'est ambigu. Okay. Le comportement, c'est du type il me donne de nouvelles responsabilités. Donc, ce comportement-là, il peut être très bien, il me donne des responsabilités, donc ça veut dire qu'il a confiance en moi, ou ça veut dire qu'il veut m'exploiter. OK. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va jouer sur les attentes de la personne, puis on va la mettre en situation où, lorsqu'on va lui présenter le comportement ambigu, on va lui présenter par la suite une proposition de comment on interprète ce comportement-là. Donc, on va lui présenter une phrase de type « Mon patron a voulu », puis là, on a deux choix. Non, c'est-à-dire qu'on va lui présenter le mot soit hostile ou non hostile, qui va être un peu comme la manière de savoir si elle avait une intention qui était vraiment hostile. OK. Donc, mon patron a voulu m'exploiter. Ça, c'est une phrase qui est concordante avec le contexte. Donc, il ne devrait pas y avoir de N400, mais mon patron a voulu me promouvoir, par exemple. Et là, si la personne s'attendait non pas une intention hostile, si la personne ne s'attendait pas à une intention hostile, elle devrait... si elle ne s'attendait pas à une intention non hostile, elle devrait avoir une N400. Donc, parce que ça a violé ses attentes. Ça a violé ses attentes, c'est ça. Et puis, on a observé effectivement que les personnes non agressives, qui n'ont pas d'agressivité, ont effectivement une N400 lorsqu'on leur présente une intention non hostile dans un contexte où il y a de l'information hostile. Donc, c'était une première démonstration que, oui, ils sont capables de développer spontanément des attributions d'intention hostile. Puis, à partir de là, avec cette méthode-là, on l'a appliquée à toutes sortes d'autres questions de recherche, dont notamment la question qui nous intéressait, la première question qui nous est venue, c'est est-ce que les personnes agressives vont avoir une N400 plus grande parce qu'elles réagissent plus fortement, c'est ça, aux indices hostiles. Puis effectivement, c'est ça qu'on a démontré. Donc, les personnes non agressives ont une N400, mais vraiment pas aussi grande que les personnes agressives. Donc, c'est des méthodes qui sont objectives, qui permettent de mesurer ce que le cerveau fait en temps réel pendant qu'on lui demande de traiter une information, une situation. Donc, c'est vraiment très, très objectif. Puis ça nous permet d'aller très loin avec nos questions de recherche. Puis par la suite,
c'est quoi la prochaine étape, mettons, avec ça? Qu'est-ce que vous allez tenter de démontrer? Là, il y a plein de questions de recherche qui s'ouvrent à nous, comme par exemple, ce qui nous intéresse, c'est dans un de nos projets de recherche, c'est une fois qu'on a dit que les personnes agressives ont une plus grande réactivité envers les indices hostiles, comment ça se fait qu'ils sont pris avec cette première attribution-là? Comment ça se fait qu'ils ne changent pas d'idée finalement? Parce qu'il y a d'autres indices qui pourraient leur permettre de dire, il n'y a pas juste cet indice-là, il y a d'autres choses aussi. On rencontre une personne dans la vie, elle peut faire quelque chose qui semble hostile, mais tout le contexte nous dit que, non, c'est vraiment pas ça. Là, ils changent, c'est ça. Mais les personnes agressives, ou que l'on dit agressives, n'ont pas cette capacité-là à changer d'idée. Donc, il faut expliquer pourquoi. Et puis, la N400 dont j'ai parlé tantôt, effectivement, elle n'est pas, quand on la regarde, juste comme une composante, elle n'est pas nécessairement, associée de façon statistique avec les comportements agressifs. Mettons qu'on prend l'ampleur de la N400 puis on regarde avec un questionnaire jusqu'à quel point la personne est agressive dans la vie. Il n'y a pas nécessairement une grande corrélation. Ça veut dire qu'il y a d'autres processus qui interviennent dans ça. Et puis, un des processus, c'est la capacité à réguler ces pensées-là. Donc, en plus, en fait, vous m'avez posé la question si moi j'arrivais à suivre, mais moi je demandais à Nicolas s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Peut-être que. Oui. Je suis en train de briser un micro. Ça va bien? Ça ne tient pas. OK, je l'ai. Nicolas, comment ça va? Est-ce que. Attends. Ah, OK, tu m'entends? Oui. Yeah. Ouais, mais je trouve ça juste génial, en fait, là, comme démarche, le truc avec le N400, dans le fond, là, je trouve ça vraiment fucking ingénieux, en fait. Il trouve ça ingénieux. Parce que là, on t'entend pas, c'est ça qui est bizarre. Reviens-nous dans le studio. Non, mais est-ce que pour toi, c'est très clair? Est-ce que tu as des questions? Ouais, exact. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends vraiment la démarche, en fait. Je trouve ça vraiment cool, en fait, de servir de l'aspect, en fait, de quelque chose qui est mesurable, en fait, là, dans le fond. C'est ton onde cérébrale, en fait, pour être capable de calculer ça. Okay, mais cool. Moi, j'ai l'impression, par contre, c'est un spectre. J'ai l'impression. Tu sais, c'est pas soit tu détectes pas les signes ou soit tu les détectes. Mais je peux parler d'un traitement que j'ai développé. Oui, je serais curieuse. Mais en gros, là, je ne sais pas si on l'a entendu. En tout cas, je ne sais plus comment ça marche là, ici. Mais en gros, non, il comprend super bien. Fait que c'était super bien expliqué. OK, tant mieux. Puis il trouve ça impressionnant là, qu'on puisse arriver à percevoir ça de manière observable, empirique, rationnelle. C'est ça. Il est des très capteurs comme de pensée que j'ai entendu à un moment donné comme commentaire. Ouais. Oui, c'est presque ça. C'est des ondes quand même. Fait que, allez-y, là, je serais curieuse. Bien, c'est ça. Donc, il y a plein de questions de recherche qui vont pouvoir être répondues à partir de là. Notamment, par exemple, qu'est-ce qui différencie la colère de la rancune? Donc, est-ce que vous avez déjà des pistes? Je n'ose pas rien dire parce que c'est une étude qui est en cours actuellement. Okay. Mais c'est effectivement la même approche. Circuit, peut-être? C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à savoir c'est quoi les attributions qui vont différencier les deux. Donc, autrement dit, c'est quoi les pensées ou les cognitions sociales qui se produisent très rapidement dans notre tête pour faire en sorte que notre expérience va être plus de la colère versus de la rancune. Parce que ces émotions-là, de façon subjective, on sait que c'est différent. On ne se sent pas pareil. Mais qu'est-ce qui explique ça d'un point de vue cognitif? C'est très difficile à démontrer si on n'a pas une technique qui va rapidement détecter à quoi la personne pensait lorsqu'elle est dans une situation puis là, comme ça. Vous l'avez, là, la technique. Donc, c'est ça. Ça, c'est le genre de questions qui nous intéresse actuellement. Puis, il y a plein d'autres questions aussi dont on pourrait parler longtemps avec tous ces projets-là. Mais pour rendre ça peut-être de façon plus appliquée, parce que c'est ça, comme je disais, mon programme de recherche, j'en suis conscient, il n'y a pas d'application rapide parce que je n'ai pas nécessairement une recherche qui va déboucher sur quelque chose qui va aider la personne agressive. Non, pas de médicaments. Non, c'est ça, exactement. Et puis, par contre, je ne perds pas ça de vue parce que, dans le fond, toute cette recherche-là, ce n'est pas juste pour la curiosité, mais c'est vraiment pour aider ultimement. Pour la compréhension, parce que si on veut...
je veux dire, si on veut développer quelque chose pour aider ces patterns-là, j'imagine. Il faut voir effectivement qu'est-ce qui les cause. Mais mettons, présentement, parce que là, pardon, mon Dieu, tu sais, on voit, par exemple, un grand taux de violence. Tu sais, là, on a parlé d'impulsivité, d'agressivité, juste ne serait-ce qu'avec les féminicides. Qu'est-ce que, vu que, bon, ça débouchera pas tout de suite sur quelque chose de concret et pratique pour le moment, mais qu'éventuellement, qu'est-ce qu'on peut faire présentement en termes d'intervention? Parce que là, tu sais, on entend beaucoup les médias parler, bon, plus de policiers vont intervenir, il va y avoir plus de surveillance, plus de bon, qu'est-ce que toi, à ton sens, ferait du sens pour aider, c'est ça. pour aider à prévenir puis à intervenir avec ces gens-là. Là, tu sais, je veux dire, intervenir avec quelqu'un qui est super agressif, j'imagine qu'il y a des petits tricks là, à connaître, là, puis que c'est pas nécessairement la brutalité policière qui peut aider ça. Non, c'est ça. Je pense que l'idée, c'est que ces gestes malheureux, puis que cette violence-là qui est dirigée envers les femmes, ça a plusieurs causes. Puis l'idée, c'est de s'adresser à toutes les causes possibles. Donc, on a plus de chances de réussir que si on s'adressait, par exemple, à juste une cause. Comme par exemple, tous les moyens qu'on met en place implicitement nous parle d'une cause, comme par exemple plus de policiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'implicitement, on est en train d'expliquer la violence conjugale comme étant causée par un manque de contrôle chez le conjoint. Puis la violence conjugale, c'est sûr qu'il y en a beaucoup chez où la victime est la femme, mais on peut le voir aussi. Il y a le contraire aussi, là, parce que je crois, là, en fait, je ne sais pas si j'ai raison de croire ça, je ne sais plus où j'avais entendu ça, mais je pense que les femmes sont autant ou sinon plus violentes, mais sont très peu fortes. Fait que, les dommages sont pas les mêmes, là, tu sais. C'est sûr que la force physique de l'homme va faire en sorte que les blessures vont être plus graves, mais les femmes peuvent aussi utiliser des armes pour se protéger. Et puis ce qu'on dit aussi, c'est que il y a parfois, je dis pas tout le temps, parce qu'il faut toujours mettre des nuances, mais parfois, il y a une dynamique agressive entre les deux. Donc, il y a autant des difficultés de chaque... C'est ça, oui. Donc, à un moment donné, la femme va vouloir se défendre, et puis c'est peut-être elle qui va finalement tuer son mari parce qu'elle va utiliser un arme. Donc, dans les deux sens, c'est sûr que c'est 10 fois plus nombreux lorsque la victime est une femme, ça c'est indéniable. Mais mettons qu'on dirait que la force policière va s'adresser à une espèce d'explication où c'est un manque de contrôle. Donc, étant donné ce manque de contrôle, parce qu'on peut tous devenir fâchés, agités lorsqu'on est malheureux, perturbé, stressé, puis qu'en plus, il y a des facteurs de stress, puis la personne nous dit quelque chose qu'on prend de travers. Puis là, c'est de l'impulsivité. Puis là, c'est un manque de contrôle, effectivement, mais il n'y a pas juste ça. Il y a comme une espèce d'agitation physiologique qui nous prédispose à réagir de façon impulsive. Puis il y a des gens, effectivement, qui ont plus de difficultés à se contrôler, et non seulement ça, mais qui ont aussi une réactivité émotionnelle plus grande. Donc, les deux ensemble, peu importe ce qui leur arrive, ils vont vivre les émotions négatives plus intensément, et avec un manque de contrôle, mais c'est sûr qu'ils vont exploser. Donc, la force policière va pouvoir s'adresser au fait que, bon, les gens qui ont ce problème-là vont faire attention parce que la force policière, c'est comme une solution de dissuasion. Hein? C'est comme si j'agis de façon violente, bien, je vais avoir faire face à la police et tout ça. Mais il y a probablement bien d'autres causes aussi, mis à part celle-là. Même si on met plus de policiers, par exemple, est-ce que la personne va apprendre à contrôler ses émotions plus facilement? Non, je pense pas. C'est comme... ça va arriver après coup. Je pense qu'il y a des... Fait que c'est une question de prévention aussi. Oui, une question de prévention qui va s'adresser à montrer à la personne à reconnaître ces signes d'agitation émotionnelle, comment les réguler. Puis souvent, il y a des thérapies qui vont faire appel à soit la relaxation,
soit la modification des pensées qui perturbent la personne ou qui amènent des amènent, c'est ça sentiments. exactement, des sentiments de colère. Fait que ça serait de la prévention, mais pour ça, il faut quand même que ces gens-là se rendent en thérapie ou quelque chose Il du faut genre. qu'ils se rendent en thérapie. Je pense qu'il y a des moyens qui vont aider à... Fait que les gens, l'entourage. Comme, disons, corriger à la source. OK. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Corriger à la source, qu'est-ce qui va déclencher ces comportements-là. Puis là, c'est sûr qu'on peut penser aussi à des ressources d'aide pour hommes violents, pour les aider justement à apprivoiser leur colère puis à faire quelque chose de mieux avec ça. Mais j'imagine que ces gens-là ont quand même, tu sais, je veux dire, par exemple, moi, je vous dirais, ben, je pense que tu as des comportements violents. Viens, on va aller en thérapie ou quoi que ce soit. Ouais. Tu sais, j'imagine déjà en partant que c'est quelqu'un qui a tendance à attribuer des intentions. Des intentions hostiles, Ouais. ben, il va clairement faire, ben non, là, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Souvent, Tu sais, c'est ça, elle n'a pas le Elle va être choix. sa défensive, fait que... Mais des fois, elle n'a pas le choix parce qu'elle a un mandat de cours qui lui demande, par exemple, d'aller consulter. Mais, encore une fois, il ne faut pas mettre tous les gens dans le même bateau. Il y a des gens qui vont être conscients de leurs problématiques puis ils vont vouloir se faire aider aussi. Et puis, il y a des gens qui vont commencer une thérapie, mais juste pour accepter la thérapie. Donc, ils partent avec un pas en arrière. Donc, il y a comme un tempo, puis il y a comme des différences individuelles aussi qui vont faire en sorte qu'il y a des gens qui vont probablement profiter. Puis, on dit plus les personnes violentes vont être jeunes, plus ils vont profiter d'une thérapie de ce type-là. Ouais. Mais je voulais juste donner un mot aussi par rapport oui. à la prévention, Ouais. parce qu'on pourrait aussi vouloir prévenir, mais bien avant l'âge adulte, c'est-à-dire chez l'enfant. Il y a des études longitudinales qui démontrent que lorsqu'on est agressif, par exemple, autour de 3, 4, 5 ans, mais on ne parle pas juste d'un peu d'agressivité, mais on a vraiment un trouble des conduites. Ce que j'ai entendu dire, c'est qu'après 4 ans, si tu es encore agressif, c'est que ça risque de... Mais de plus de chances de continuer un parcours jusqu'à l'âge de 20 ans, par exemple, puis aussi avoir des comportements délinquants. Donc, la prévention peut aussi je pense qu'il faut vraiment aussi penser à long terme comment aider les enfants aller chercher vraiment aller chercher l'aide qu'ils ont besoin pour en fait faire en sorte qu'ils changent de trajectoire développementale. Puis est-ce qu'à ton avis, il y a un manque de ressources dans les écoles, par exemple? Il y en a des ressources, mais j'imagine que on en a tout le temps besoin. De plus. Et puis, il y a, je pense, des priorités sociales, effectivement. Je pense juste à des statistiques où, par exemple, ça va coûter 10, 15, 20 fois plus cher pour former un soldat dans l'armée que de former n'importe quel enfant à l'école. Donc, c'est comme une dépense d'argent qui démontre un peu les priorités de la société. Puis je pense pas nécessairement au Canada, mais je pense surtout, par exemple, aux États-Unis, où il y a vraiment des bons budgets au niveau militaire. Mais je pense qu'il y a une conscience de l'importance de ces problématiques-là. Par exemple, le gouvernement veut instaurer un cours sur la culture et les valeurs québécoises, où il est question de toutes sortes de choses, notamment la violence conjugale. Puis, OK, ça, je savais même pas que c'était dans leur plan. Là, j'en avais entendu parler, mais je savais pas qu'en tant que telle, violence conjugale... les valeurs québécoises, c'est le respect, l'égalité, tout ça. Puis, naturellement, on va parler de violence conjugale, puis on va sensibiliser l'enfant pour lui faire comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais en même temps, c'est ça, c'est pas suffisant. C'est pas parce qu'on le sait que nécessairement un enfant qui a des problématiques, on va le faire. Puis un enfant, souvent, qui a des comportements d'agressivité, peut vivre des problématiques qui dépassent juste sa petite personne, mais aussi dans un environnement avec lequel il doit composer. Là. Donc, c'est assez large. Complexe. Exactement, large, tout à fait. Ouais. Ben, merci, Jean, pour être venu me jaser là, cet après-midi. C'est super apprécié. Puis, ça me fait très plaisir. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir autant à moi. Est-ce que vous pensez éventuellement est-ce
que vous avez de l'espoir, en fait, pour ce qui s'en vient? Tu sais, vous êtes en recherche, je veux dire, vous voyez de près là, ce qui se passe, ce qui s'en vient. Est-ce qu'on évolue assez? Est-ce qu'il y a Je pense que les valeurs changent dans le bon sens. Okay. C'est sûr que c'est un phénomène qui n'est pas le même selon les sociétés, mais dans la société dans laquelle on évolue, j'ai toujours l'impression qu'on évolue dans le bon sens, puis qu'on apprend de nos erreurs. Il y a tout le temps un mécanisme de régulation. Je pense que quand on va trop d'un côté, il y a des gens qui nous ramènent à l'ordre. Et puis, je pense de cette façon-là, c'est surtout, je pense, l'idée qu'il faut profiter de la rétroaction. Tant aussi longtemps qu'on n'est pas fermé puis qu'on ne se bouge pas les oreilles, on est capable d'apprendre les uns des autres. Puis ces grands mouvements-là, il faut vraiment donner la libre expression à tous ces mouvements-là pour être capable de voir si on est dans la bonne direction ou pas. Donc, je pense que j'ai espoir que si on est capable d'écouter, on va être capable de se corriger puis de s'ajuster. Oui, crime, c'est un des objectifs, Colin, avec le podcast, c'est justement de prendre le temps de s'écouter. Il y a plus que 15 minutes à la télévision. Oui, OK. Fait que sur ces sages paroles, merci encore beaucoup. Bienvenue.